À plus, à plus, à plus, à plus. On mat run winner, invite for Israel, Vencedor na área 1 de judô branco de Israel. Stéphane, il y a un vrai souci, ton invité il a complètement déchiré Mais mon le t-shirt préféré. Bah, désolé, hein, c'est comme ça. Générique, générique. Vous êtes dans Bienvenue chez vous, et oui, moi je suis de retour sur la terre ferme ici, et tout en un seul morceau, hein, parce que je pense que Henri Sasson a un petit peu sous-estimé mes capacités physiques. Je rassure sa mère, tout va bien, il sera sur notre plateau en deuxième partie d'émission. D'abord, je voudrais accueillir nos chroniqueurs. Bonjour Delphine, bonne Bonjour Stéphane, tout va bien, merci beaucoup. Xavier Cassab. Bonjour. Bonjour, vétérinaire, docteur. Oui. Voilà, je suis ravi de vous avoir pour la première fois. Moi aussi, ravi d'être avec vous. Voilà, évidemment Youssef Marek, docteur Youssef Marek, ça va? Enchanté, Ouais, Stéphane Calvo. Ouais, Très grosse heureux d'être émission là aujourd'hui, hein, grosse émission. Ah, aujourd'hui, beaucoup d'invités, aujourd'hui, on a amené un vraiment chanteur, des Kobe vedettes. Aflalo. Kobe Aflalo, qui sera là tout à l'heure, en troisième partie. Super. Ça va, Audrey Nataf? Très bien, merci. Ouais. Bon, on commence par vous, Audrey Allez. Nataf? Allez. Alors, on doit travailler sur soi-même, ça, je pense qu'on l'a compris, après avoir suivi les 35 émissions de Bienvenue chez nous. Mais par contre, quelquefois, on travaille sur nous en groupe. Ouais. Et c'est pas trop compliqué, ça? Ça dépend pour qui. Non, c'est vrai qu'on parle souvent de suivi individuel quand il y a le docteur Lara ou en coaching, etc. Alors qu'il se passe des choses assez fortes dans les ateliers de groupe. Et en Israël, on en a une tonne. Tout ce qu'on appelle les sadnaot, en fait. Et il y en a plein, les primal, des méditations au groupe, etc. Et effectivement, en groupe, il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer. Il y a plus d'énergie, il y a un soutien. Et on vit une expérience en général comme ça ramassée dans le temps où il se passe beaucoup de choses et ça nous fait vraiment avancer. Et après, c'est une enquête quoi, qui continue, mais en soi et dans le regard de l'autre, on a beaucoup de perles. Et donc c'est vrai que c'est assez intéressant de se lancer dans les ateliers de groupe. Vous en avez fait, non? J'en ai fait, mais c'est difficile quand même de s'exposer Pourquoi en public comme ça. Pourquoi s'exposer? Bah, je sais pas, on doit Faut raconter un peu s'oublier. sa vie, son intimité, puis sur des gens qu'on ne connaît pas ou même qu'on connaît, c'est toujours difficile, je trouve, non? Bah, ça dépend pour qui. C'est qu'il y a peut-être parfois des petites problématiques d'image pour ça. Je suis désolée. Donc, est-ce que Non. c'est compliqué pour certains? Ça peut être compliqué pour certains. Ceci étant, en général, dans ces ateliers, c'est très bien fait. On cadre ça, on installe comme ça une vraie confiance. D'abord, en général, c'est des trucs qu'on ne partage pas à l'extérieur. Je sais pas, on est nombreux à faire ces choses-là. Après, on ne s'amuse pas à raconter. On vit une expérience tous ensemble. Ça fédère, ça donne un sentiment d'appartenance qui est très rassurant. Il y en a en français, il y en a en hébreu, il y en a en anglais. Et encore une fois, on a vraiment beaucoup de choix ici en Israël. Ils sont vraiment très friands de ces ateliers. Mais vous souffrez un peu quand même d'une image d'Épinal un petit peu sur les alcooliques anonymes, tous ces trucs-là. Ouais, mais c'est pas du tout ça. On dit, on est Ouais, en mais groupe, on dit vrai. bonjour, je m'appelle Bertrand. Ah oui, Voilà. mais non, vous confondez des ateliers de sadnaot ou des ateliers pour travailler sur soi en groupe et des thérapies de groupe. Là, on n'est pas là-dedans. Ah, c'est bien de recadrer Ça les n'a rien choses. à voir. Là, Maigrir aussi, ça existe. Là, on est chacun son propre sujet. On est chacun en train d'être en enquête personnelle. On est vraiment directement son propre thérapeute, mais on se sert du groupe et surtout On est du porté. miroir. Mais oui, parce que l'autre, c'est un miroir fabuleux. Ah, on se motive l'un l'autre, vous voulez dire? C'est pas qu'une Oui. question de motivation et de soutien, il y a ça, mais c'est aussi une question de miroir.
à un moment donné, on peut se raconter ce qu'on veut sur qui on est. C'est quand même l'autre, dans l'altérité, qu'on teste un petit peu le concret. Si on se raconte qu'on est ci ou ça, mais qu'en fait, les autres nous renvoient un autre miroir, et ben à ce moment-là, on va pouvoir vraiment travailler sur soi dans la vérité concrète de la réalité des autres. Parce que c'est ça la réalité. Dangereux. Dangereux pour qui? Pourquoi? Si on n'est pas très content avec les gens avec qui on se trouve dans la même salle, Eh ben, on se pose des... c'est ça les sadhnas. C'est justement de dire, si je suis agacée par celui-ci parce qu'il est comme ça, celle-ci, elle me fait ressentir ça et que je suis en colère, et ben c'est l'occasion d'aller tourner le regard vers l'intérieur et se dire, mais pourquoi est-ce que moi j'ai ça? Et en général, quand on vit ce genre de choses... Il a nos défauts. Et oui, je soit on ressemble, je progresse. soit c'est parce qu'on a ça en nous et qu'on n'a pas envie de le voir, et donc c'est l'occasion de se poser la question, comment est-ce qu'on est avec ça? Soit c'est justement parce qu'on aimerait avoir ça et qu'il y a... Bon, en tout cas, c'est un chemin qui fait accélérer cette observation de soi, et c'est très très puissant et c'est super intéressant. Alors bon, je le dis quand même parce que moi, mon dernier stage que je ferai en français, c'est les 11 et 12 avril. Ça va peut-être trop tard. Non, D'énéagramme? Ouais. Non, ça sera bon. L'énéagramme, c'est bientôt. Et ça, c'est génial. Alors là, c'est la boussole. La boussole avec la carte, c'est fourni. Si vous vous perdez, bah après, c'est possible, mais vous trouverez toujours le chemin vers vous. Et c'est un outil super pour étudier la structure de personnalité. Savoir où est-ce qu'on va aller enquêter et qu'est-ce qu'on va travailler sur soi pour sortir un peu de notre boîte, nos enfermements, tous nos fonctionnements automatiques. Vous l'avez fait, non? Moi, je l'ai fait. Qui ne l'a pas fait ici? Moi, je l'ai fait. Bavé. Alors, Delphine l'a fait. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'il y a tous les âges et du coup, on s'enrichit énormément de la jeunesse, des personnes qui ne ressemblent pas. Et c'est vrai qu'il y a le miroir parfois, mais il y a aussi, on apprend à être plus tolérant, à être plus doux vis-à-vis des autres. C'est vrai, vous avez raison. À vous, prochaine. Qu'est-ce qui vient, Youssef? Allez. Il est temps. Il est pas chaud. Non, pas vraiment. Non, je n'ai pas besoin. Je me sens bien. Bon. Je me sens très bien. J'ai ma boussole. Très bien. Mais je comprends qu'on puisse avoir besoin d'apprendre à juger l'autre avec ce qu'on appelle, non mais justement, à ne pas juger, avec la Kafsrut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à ne pas juger en fait. Kafsrut en hébreu, ça veut dire, et ça c'est la Torah qui nous l'apprend, c'est toujours penser le bien pour la personne qui est en face. Parce que quelquefois on peut avoir, dans une vision, on peut penser quelque chose et se dire que la personne, elle va dégager une certaine chose, c'est-à-dire une certaine atmosphère, une certaine agressivité haute, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Ouais. Donc déjà de faire son introspection, et c'est ça la force en fait de ces notes. C'est vrai que ça vient de faire une introspection déjà pour arriver à se comprendre. Mais il paraît que c'est pas incompatible du tout avec la Torah d'ailleurs. C'est même extrêmement lié, extrêmement compatible. Ouais. Mais de voir l'autre faire son introspection, c'est ça qui est bien dans le travail de groupe justement. Et on n'est pas tous au même, on n'a pas tous mis la conscience aux mêmes endroits, et du coup, en voyant que l'autre a pris conscience d'une certaine chose, on va se poser la question sur soi et on va beaucoup plus vite sur certains sujets. Merci, merci Audrey Nataf, très bien. On va passer à Delphine Bonnebonne. Alors, on ne va pas vous recevoir comme expert en nutrition aujourd'hui, parce que vous avez passé quand même une semaine un peu difficile. Oui, un peu difficile, c'est vrai. Quand un animal de compagnie fait un peu partie de la famille, le vôtre a eu une aventure exceptionnelle. Ouais. Il nous a fait c'est un Jack Russell, il s'appelait Momo. Exactement. Ouais. Racontez-nous un peu. Bah écoutez, il nous a fait d'abord un faux départ, c'est-à-dire que mon chien a 15 ans, il vient de Londres, c'est un petit Jack. Et c'est important que je dise ça, vous allez comprendre pourquoi. C'est que je l'avais attaché, comme on fait ses courses en 5 minutes, je l'avais attaché devant le supermarché. Et en sortant du supermarché, je ne trouve plus mon chien. Ah mais ce qu'il faut rajouter, c'est que là, il est déjà malade. Il est 15 ans, il est malade. Et le vétérinaire et vous êtes en train à chaque fois de vous demander est-ce qu'il est temps ou pas, parce que surtout avec les animaux, c'est une question qui se pose. On ne sait jamais quand c'est le bon moment. C'est même pas au vétérinaire à prendre la décision, c'est plus au maître qui vit avec son animal et qui sait comment il réagit tous les jours. C'est une alliance un peu thérapeutique entre le vétérinaire, ce qu'on ressent, les personnes. Mais bon, je ne trouve plus mon chien et à la place, je trouve un verre d'eau. Donc on vous a piqué votre chien, 15 voilà, ans, mais gentiment. Voilà. Je comprends en fait qu'on a essayé de lui donner de l'eau, peut-être qu'il n'était pas bien. Et là se pose la question, est-ce qu'on a pris mon chien parce qu'il était seul et qu'on a pensé que je l'avais abandonné, ou est-ce qu'on m'a volé mon chien? Et pendant 24 heures, nous n'avons pas de nouvelles du chien. Donc on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Enquête. Donc moi j'appelle mon vétérinaire, la police, c'est à Tel Aviv, donc il faut savoir que à Tel Aviv, les chiens, il faut, si on les attache, les laisser attacher très peu. Parce que les personnes peuvent vous le prendre parce que vous l'avez laissé trop longtemps pour le protéger, mais ils peuvent aussi vous le voler. Et c'était
le cas. Parce que les Jack Russell, c'est un peu spécial ici. Voilà, alors ça vient d'Angleterre, on n'a pas beaucoup de Jack Russell en Israël et des personnes ont pensé qu'ils allaient faire un petit peu d'argent avec mon chien. C'était un kidnapping de chien. Un kidnapping de chien, absolument. C'est ce qu'on a trouvé quand les gens se sont rendus compte que le chien était complètement, il était malade, voilà, et qu'il était sûrement pas utilisable pour à la reproduction à 15 ans. À la reproduction, ils nous ont appelés et ils nous ont demandé des donations. Donc voilà. Alors ça, c'était sa première étape, je dirais. Et quand on nous l'a rendu, la question qu'on se posait depuis 2-3 mois. Rançon Ah oui, on a payé la rançon. On dit pas combien. Non, c'est pas une rançon, c'est pour remercier les personnes de l'avoir retrouvé après l'avoir volé. On peut dire ça comme ça. Ouais. Et quand on nous l'a rendu, c'est fréquent, malheureusement. On s'est dit que c'était peut-être le moment de le faire partir, mais avec nous cette fois-ci. Donc on l'a accompagné et ça a été très difficile. Et il s'appelait Momo. Oui, parce qu'en fait, ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que ça faisait plusieurs mois que c'était difficile, cette rupture et cette disparition un peu cinématographique, un peu exceptionnelle qu'il a fait quand même. Il a toujours une façon incroyable de s'exprimer, ce chien. Exactement. Avec ce faux départ, du coup, vous avez réussi à toucher un peu au détachement. Alors on voit une photo de vous justement. Ah oui, moi j'avoue, j'aime beaucoup. Alors on voit une photo de vous, sympa. Elle est belle cette photo. Alors j'ai vu cette photo chaque chien sur Instagram. La veille de son départ. Chaque chien a son histoire. Chaque chien lie un lien particulier avec son maître. Il y a toujours des choses très fortes, mais 15 ans, c'est vraiment c'est long. Ça fait combien en âge humain? Faut pas chercher, mais à peu près, ça devrait faire dans les 85 ans. Mais 15 ans d'une vie partagée, enfin, c'est même pas un animal, c'est pas un chien, c'est un membre de la famille. Du système de la famille. Il a vu les enfants grandir, il a vu plein de déménagements, éventuellement de changements de vie. Dalia, il a tout partagé. Donc c'est un pan de l'histoire, c'est un pan de la famille qui se tourne avec. Il y a des gens qui se... Alors, vous êtes vétérinaire, évidemment, des gens qui se posent la question de savoir comment on fait un deuil sur un animal. Ben, c'est un peu difficile à dire, mais c'est comme avec un humain. Enfin, il faut accepter le temps de, il faut accepter de faire un deuil. Il faut surtout il faut le vivre comme un humain. Oui, il faut le vivre comme un deuil. Comme un deuil d'humain. Moi, je fais bien la séparation entre l'animal et l'humain, quand même. Parce que j'ai eu plusieurs chiens et vraiment, je me fais une règle et je trouve que c'est normal quand même par rapport à des choses affreuses qu'on peut voir, de bien garder l'animal au rang d'animal, tout en le respectant, en l'aimant. Mais quand un animal meurt à 15 ans, bon, il a fait sa vie, il faut le laisser partir avec, voilà. 15 ans, c'est un bel âge, mais il faut, respecter la famille, les volontés. Oui, le temps, quoi. Ouais. Il ne faut surtout pas qu'un ami, un proche vienne vous apporter un nouveau chien tout de suite après. Ça peut être très déplacé, très malvenu, et ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le choisir, c'est à vous de faire le geste si vous le souhaitez ou pas. Alors, merci Delphine, restez avec nous évidemment, puisque... Je voulais juste dire que, en fait, ce qu'on vit avec un animal, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un animal, c'est que ça pose des problèmes philosophiques, des problèmes de la vie. Est-ce qu'on peut euthanasier un être vivant? Comment l'euthanasier? Est-ce qu'on a le droit? À quel moment? Comment est-ce qu'on juge? En plus, c'est un animal qui ne s'exprime pas forcément, c'est compliqué. Et à travers cette relation-là, je pense qu'on peut apprendre beaucoup sur soi-même, sur la vie, et pour les enfants, pour tout ça. C'est extraordinaire d'avoir un animal à la maison. Voilà. Merci Delphine. Stéphane Calvo, vous voulez un chien, un chat? Je vais réfléchir encore un petit peu. Non, toujours pas? Je suis pas très animaux, je suis désolé, mais j'ai... Il faut essayer. Et pourtant, à Tel Aviv, c'est vraiment le passeport pour avoir un... Je pense qu'il y en a déjà. C'est un mode d'intégration, un animal à Tel Aviv. Ah ouais, complètement. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. Mais c'est le paradis des chiens en l'occurrence. Vous arrivez, vous êtes seul, vous voulez vous faire des amis, promener un chien dans la rue, c'est le meilleur moyen. C'est vrai. Amis ou ennemis, mais beaucoup plus d'amis. Oui, je... Non, mais c'est vrai qu'ici, on est... J'avais un copain célibataire qui avait acheté un petit chien mignon comme ça, il se promenait avec tout le temps, il allait en boîte avec. Ah, mais il y a des cliniques maintenant même psychologiques pour les chiens. Depuis longtemps, bien sûr. Alors justement, on va parler de ces chiens. Mais il n'y a pas de clinique dentaire. Mais oui, les animaux, clinique dentaire pour les chiens, j'ai pas vu. Je crois que les vétérinaires, vous faites des niches. C'est une niche, c'est une petite niche. Il y a des... C'est une petite niche. J'ai une amie qui a mis des bagues à sa chienne. Quoi, non, c'est pour chiens? Bien sûr. Elle a mis des... Ah ouais, c'est bon. Non mais c'est drôle. Faut l'amener à ton chat, faut l'amener au sadna. Alors attendez, donc on est d'accord. Non, je ne juge pas, mais le sadna. Le sadna. Faut peut-être venir en stage, non? Comment ça se passe? Vous en parlerez tout à l'heure en stage. Regardez. Ne pas juger les autres. Donc je voudrais quand même que le docteur Xavier Kassab, qui est vétérinaire à Paris, pas ici. Mais il va venir bientôt, il viendra peut-être un jour très vite, on l'espère. C'est la première fois qu'on va traiter dans cette émission, bizarrement, de nos amis des bêtes.
On l'a pas encore fait. C'est la vraiment. première fois. On voudrait avoir quelques informations. Avec tous les animaux que vous avez à Tel Aviv et, oui, c'est étonnant. et les gens On qui doivent attendait faire. l'arrivée de l'avion de Xavier ce matin. On vous attendez-vous? Alors déjà l'alia des animaux. Est-ce que c'est compliqué? On peut faire revenir un Déjà, animal de- il faut préparer l'arrivée de son animal en Israël, à savoir qu'il y a des réglementations à suivre. Très dur, hein, c'est ça. Très dur, non, c'est pas très Ah, dur. si. Ils ont un Ah, peu si. durci ces derniers temps. Moi, c'est j'ai galère, galéré quand avec même. mon chat. hein. Moi aussi, Mais très il compliqué. faut. Dur. Oui. Oui, Très facilement. non, Ça fait c'est- douille. il y a des réglementations à suivre. Il ne faut pas croire qu'on va arriver à l'aéroport avec son chien. Coucou, c'est moi, j'arrive, laissez-moi passer. Très compliqué, hein. Il faut qu'il soit identifié avec une puce électronique, vacciné contre la rage. Sérologie, non? Prise de sang pour vérifier le titrage anticorps contre 5 la jours avant, rage. c'est ça? Alors non, la prise quoi de le sang truc, doit ça être faite Bon, c'est techniquement. très technique, mais disons Voilà, que- mais ouais, un mois après des le petites choses à vaccin, faire mais quand même. bien avant l'arrivée. Et avant l'arrivée, il y a un dossier à remplir et à renvoyer au ministère de l'Agriculture pour avoir l'autorisation, le permis d'entrée de l'animal sur le Qu'il territoire. faut faire signer depuis la France 5 jours avant le voyage Oui, pour alors les chats. même pas, alors pas par son ça qui est- vétérinaire, c'est c'est-à-dire ça. le vétérinaire va signer ce papier et il va être contresigné par la direction départementale de la protection des personnes, les vétérinaires officiels qui vont imposer leur tampon. D'accord. Est-ce que prendre un chat dans la rue, par exemple, en Israël, est-ce que c'est souvent tentant pour certains? Est-ce que c'est safe? On sent que c'est vraiment le sujet de Stéphane, hein. Il est touché, il a des idées C'est safe inspirées. quand même, on peut le faire. Sauf Safe. pour un petit chat mignon. Bah, Moi, je le prendrais pas, mais bon. Safe, pas forcément. Enfin, il peut vous ramener plein de petites cochonneries à la Ah ouais, maison donc vaut quand mieux même. pas. Si, bah, ça Alors dépend. qu'est-ce qu'on fait si on craque sur un petit chaton dans la rue, comme il y en a des Bah, millions Bah, c'est Alors, bien pour se déjà- protéger contre la Oui. toxoplasmose. Déjà, il faut aussi que ce soit un chaton qui soit familiarisé avec l'humain, qui a envie d'être manipulé, qui a envie d'être pris et mis dans une maison. Mais Il s'il y a vient des vers chats nous, qui ont on besoin dit de oui. vivre à l'extérieur. Et s'il vient vers nous, moi ça m'est arrivé plein de fois. On peut le prendre, l'emmener chez un vétérinaire. Il y en a plein, il y a plein de cliniques, cabinets vétérinaires et qui vérifient qu'il n'y ait pas de parasites externes, de teigne, les puces ça se traîne, mais la teigne qui ramène à la maison, après vous pouvez la récupérer éventuellement, c'est pas forcément très drôle. Tous les parasites intestinaux, la rage notamment qui sévit Oui, quand même en ça. Ici, il y en Israël. a, voilà, oui, c'est il y la en a. grande différence avec la France. C'est hein. à ça auquel il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il y a autant de réglementations pour venir Ça, en c'est sur Israël. les chiens plutôt? Lara? Chien et chat. Chien et chat. Chien et chat. Quelles sont les questions à se poser avant d'adopter un animal? Alors, ça dépend où est-ce qu'on va le chercher, si c'est dans des associations ou... Déjà, savoir si on a vraiment envie. Est-ce que c'est pas pour faire plaisir aux enfants, par exemple? Alors non, on fait Ouais, pas plaisir alors aux là, enfants. là, c'est le moment de le dire. Non, voilà. non. Si on fait plaisir aux enfants, les enfants vont s'en occuper une semaine, un mois, tout au plus. Mais c'est la mère de famille qui va le sortir, qui va le Qu'est-ce que c'est nourrir. que ça, la mère de famille? Oui, ben c'est jamais le père. Oh, non, c'est pas vrai. On voit souvent c'est le un père. stéréotype. Moi, je Non. veux- Ah, vous dites c'est que non rare. C'est rare. Ah non, c'est plutôt. Non, c'est partagé, je trouve. D'accord, Mais- donc ne pas forcément. Enfin, sur l'expérience succomber. que j'ai, Oui, alors, j'ai quelques cas où j'ai vu des enfants choisir un animal, ils devaient avoir 7-8 ans, Et c'est l'adulte, et quoi, qui va jusqu'à s'y la coller. fin de vie de l'animal à 15 ans, c'est eux qui l'ont toujours amené en consultation et qui l'ont suivi, donné les médicaments. C'est quoi? C'est 5%, 10%? C'est rare. Bon, Voilà. en gros, ce qu'on Le- sait, c'est que le l'adulte va s'y mari- coller, quoi. Oui, donc c'est un choix de famille. Oui. Obligatoire. Oui, et à bien réfléchir, parce qu'on s'engage sur 15-20 ans et c'est pas quelque chose qu'on va décider comme ça sur le coup et après abandonner et se dire c'est pas fait pour nous. En Alors là, Israël, acheter- en Israël, il y a beaucoup de célibataires quand même, des hommes qu'on voit avec un chien. Oui, oui, C'est vrai. oui. Bah, il y a beaucoup de célibataires qui vivent quand même sur Tel Aviv et c'est un moyen de sociabiliser De se sentir moins seul, et de c'est s'en vrai. sentir moins seul. Et c'est un pansement un peu de la société israélienne. Souvent, on a l'impression que le chien protège son maître ou qui lui donne un bien-être vraiment important. Il y a des vaccins, c'est les mêmes qu'en France? C'est les mêmes qu'en France pour les animaux en Israël et en La France. rage est obligatoire, c'est ça? Alors, la rage est obligatoire de toute façon pour voyager, même en France, si on doit traverser une frontière. En Israël, la rage est obligatoire. Et si vous devez après faire des allers-retours entre la France et Israël, ne pas oublier de faire le vaccin de la rage avant l'échéance. Sinon, il faut à nouveau recommencer la prise de sang et payer encore tout des temps là. Alors il y a un truc qu'on a ici que en Israël, c'est Rugby Israël, on pourrait le faire, une plage pour chiens. Oui. Alors c'est vraiment. Mais c'est le paradis des chiens, Mais c'est un Israël. truc de fou quand même. Vous Une avez plage les pour parcs à Il y a les chiens, parcs à les chiens. plages à Les chiens. parcs à chiens. Alors justement, la question c'est de savoir est-ce que c'est dangereux qu'ils se retrouvent tous ensemble pour une maladie Ah, en Israël, il y a plein de petites, enfin pas de petites maladies, mais il y a des quoi, problèmes.
En spécificité, il y a des maladies transmises par les tiques qu'on retrouve beaucoup, il y a des problèmes de vers aussi qui peuvent être très dangereux, contre lesquels il y a un traitement à faire tous les mois. C'est des vers qui peuvent se localiser dans l'estomac, l'œsophage, sur l'aorte et qui peuvent être mortels pour le chien. Donc et pas pour l'humain, il n'y a pas de trucs non, qui se transmettent. pas pour l'humain. Ils peuvent se transmettre entre eux des Ça se transmet par la gestion de sel ou d'aliments souillés. Donc oui, sur une plage, c'est idéal. Mais ça, vous êtes d'accord là-dessus sur les plages pour les chiens? Oui. Ouais. Bah, c'est quand même mieux un chien. Alors, et j'ai toujours un chien, il y a les promenades en laisse, c'est une chose, mais il a besoin de pouvoir courir en liberté, de s'éclater au moins une fois par semaine. Il ne peut pas être promené en laisse en permanence. Il y en a en Israël. Enfin, mais il n'y en a peut-être pas qu'en Israël. Il n'y en a pas qu'en Israël. Dites-moi, là en France par exemple? Beaucoup plus rare. Il y a pas beaucoup de plages. Ce qui est quand même phénoménal, c'est qu'il y a à peu près une quarantaine d'années, il n'y avait quasiment pas de chiens en Israël. Mais les animaux, c'est un moyen de voir l'évolution d'une société. Voilà, il y a eu un switch. Il y a à peu près 40 ans, il y avait un chien ou deux, on se promenait, c'était tout. Maintenant, c'est devenu, surtout à Tel Aviv. Il y en a partout. C'est un rapport avec partout. Avec l'augmentation du niveau de vie et aussi les différents moyens de vie. Non, pas forcément, mais par exemple pour les hommes, beaucoup de célibataires qui se retrouvent à travailler seuls, ils vont prendre un animal de compagnie. On retrouve ça à peu près dans pas mal de pays. Il faut s'entendre avec le chat ou le chien du type qu'on rencontre aussi quand même. Non mais c'est important, je veux dire, derrière. Comme avec les enfants. C'est le premier. C'est les soins dalmatiens. Est-ce qu'il y a du dating aussi pour les chiens? Sûrement. Mais bien sûr qu'il y en a. Dans les parcs à chiens, ils se rencontrent. On en fait des datings pour Momo, il a eu ses petites histoires d'amour aussi. Bah oui. On en parlera dans une autre émission. Ah oui, parce que là, c'est... Il y a même des sites de mariage pour animaux, pour leur faire déporter. Oui, il y a de tout. Non, partout. Non, en fait, oui, il y a des rencontres, des clubs. Docteur Xavier Kassab, un nouveau monde s'ouvre. Je vous en prie. Vraiment, c'était très intéressant. J'espère, lors de votre prochain passage en Israël... Avec un chien? Venez avec un chien ou Non, le vôtre. Avec le mien? Oui. Alors, ça sera encore un peu de temps, quand même. Encore moins un chat. Bon. Mais c'est... Non, je sais pas, c'est comme ça, peut-être ça me viendra. Docteur Youssef Marek. Enchanté. Enchanté, on va pas parler de dentisterie. Non, on ne parle pas de dentisterie aujourd'hui. Parce que, bon, vous voulez évoquer, c'est par contre, on a une même idée. Chronique. Voilà, une idée. Ouais, non, on a une même idée en même temps, justement. On a dit, si on parlait un peu du miracle israélien, Israël, c'est vraiment... la terre des miracles. La terre des miracles. Et vous avez envie de parler, mais alors là, c'est pas un rapport forcément lié à ça. C'est un hommage. Mais en même temps un hommage. Alors, il faut garder toujours en tête qu'en fait, Israël, il se passe des choses formidables tous les jours. Et souvent, on ne les voit pas. Parce qu'en fait, on a l'impression que ce sont des hasards. Mikré, comme on dit en hébreu. Mais on sait très bien que le Mikré, c'est quand on prend les otiotes, c'est Mikara Hashem. Ça veut dire que ça vient toujours de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un miracle derrière qui est caché. Et je voulais faire raconter une petite anecdote. Parce qu'en fait, on est quelques jours après, on va se retrouver là bientôt sur Pessah. Mais en fait, il s'est passé un événement exceptionnel en juin 1976. C'est la prise d'otage d'Entebbe. Voilà. Donc, on voulait rendre un hommage au capitaine Michel Bakos, qui est décédé donc il y a à peu près 3 semaines et qui était vraiment un exemple du juste, vraiment un héros 100% héros qui n'a absolument pas voulu abandonner ses passagers comme le ferait un capitaine sur un navire. Et pourquoi je dirais que c'est un miracle, toutes ces choses-là, tout autour de cet homme, tout ce qui s'est passé sur Entebbe. Parce qu'il faut comprendre que quand cet avion a été détourné avec 148, avec un peu plus de 200 passagers à l'intérieur, personne ne savait ce qui allait se passer en fait. Et l'avion lui-même a été détourné, ensuite les passagers, donc les terroristes palestiniens et allemands sont montés à bord de ce vol Airbus A300 d'Air France. Et il s'est posé à Athènes, et là sont montés les terroristes. Et ensuite, il a été détourné une première fois sur Benghazi, en Libye, où il y a eu un refueling, où ils ont fait un plein. Et ensuite, l'avion a été détourné une dernière fois, là, en fait, en Ouganda, comme tout le monde le sait. Et les terroristes, là-bas, ont été accueillis vraiment avec joie par Idi Amin Dada, le dictateur de l'Ouganda. Il faut savoir que déjà, il y a eu un premier miracle, c'est que cet avion a pu se poser alors qu'il lui restait à peine 20 minutes de carburant dans le... Donc, c'est-à-dire qu'il a pris déjà un premier risque pour pouvoir arriver à poser l'avion. Ensuite, quand les terroristes ont voulu séparer, comme le faisaient malheureusement exactement pendant la Shoah, tous les gens qui avaient un nom à connaissance allemande, ils ont séparé. Et à ce moment-là, les terroristes ont proposé au capitaine Michel Bakos de partir avec son équipe
en même temps que tous les Français, tous ceux qui n'avaient pas un nom juif, de sortir, d'être libérés. Et lui, il a dit non, il est resté, il a accepté de rester, il a voulu rester jusqu'à la fin, et il a demandé à son équipage de rester avec lui. Et il a tellement pris ça comme quelque chose, il s'est battu vraiment pour ses passagers, et pour le peuple juif presque à ce niveau-là, on pourrait dire. Parce que ensuite, à la libération, il y a eu un des passagers qui a été blessé et jusqu'à la fin de sa vie, il a demandé des nouvelles et il a demandé à être au courant et tenir au courant et qu'on s'occupe toujours de ce passager qui avait été blessé. Même, tous. Ils sont restés très très proches et il faut savoir que quand il est rentré, bon, il a reçu la Légion d'honneur, ainsi de suite, toutes ces choses-là, mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui a pris à peine 15 jours de vacances à l'époque. Et à la suite de ça, il a demandé son premier vol à être affecté sur un Paris-Tel Aviv. Voilà, c'est bon, vraiment. Et ils l'ont accueilli, je sais, alors, parce que Audrey, effectivement, pour A+, a fait l'interview d'une des passagères. Un témoignage de l'infirmière qui est diffusé sur A+, qu'on va rediffuser, évidemment. Elle raconte toute l'histoire très bien en détail. Et elle raconte notamment son attachement, parce qu'ils se sont revus, ils ont témoigné ensemble, ils ont récupéré des... Voilà, et notamment avec ce... Alors il faut voir qu'en fait, que toute cette opération qui a changé de nom en cours de route, puisque le frère de Bibi Netanyahou, Jonathan Netanyahou, est décédé, c'est le seul qui est décédé de toute l'équipe, il y avait plus d'une centaine de commandos. De l'autre côté, il y avait 7 terroristes et il y avait une centaine d'Ougandais, de l'armée ougandaise, qui étaient du côté des terroristes. Il y en a eu 45 qui ont été morts et en même temps, Israël en a profité pour détruire à peu près un quart de la flotte de MiG-17, MiG-21 qui étaient là-bas de l'Ouganda. Ils ont donné une bonne tannée aux Ougandais. Et ça n'a pas été tellement relaté derrière. Mais il faut savoir qu'il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées, comme par exemple l'utilisation de cette fameuse Mercedes, cette limousine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on le voit bien dans le film. En fait, ils ont fait la copie de Imi Amendala qui faisait une visite surprise sur l'aéroport. Je veux dire, ils ont pris des risques. En fait, ils ont travaillé pendant une semaine en Israël pour préparer tout ce film, parce qu'il était vraiment un film, ils ont monté l'opération comme un film, et ensuite ça a duré 90 minutes. En 90 minutes, ils ont tout liquidé, et on peut dire vraiment que ça fait partie des miracles d'Israël, parce que arriver à faire ça à plus de 4000 km, avoir le cran de prendre des hommes de Tsahal et toutes ces équipes pour aller libérer des passagers dans un pays étranger qui est en lui-même hostile, je crois que ça relève vraiment du miracle. Merci de nous avoir rappelé cette belle histoire. Effectivement, on reverra le témoignage que vous avez Emenataf, et certainement peut-être le film, si peut-être, pourquoi pas, on remettra le film en TB. La première version qu'on a déjà diffusée sur A+, en TB, on essaiera de vous le reproposer. On se retrouve juste après la pub. Je vais commencer à m'échauffer parce que c'est Ori Sasson, champion olympique de judo. Voilà, il a perdu contre Teddy Riner, mais contre moi, ça va être une autre affaire. On va se voir après la pub. A+, publicité. Anatel, bonjour. Bonjour, c'est encore moi. Oui, Nicole, comment allez-vous? Vous avez réussi à changer les piles de la télécommande? Oui, la télécommande marche, ça va. Mais il y a un autre problème, c'est le chauffage que je n'arrive pas à faire fonctionner. Parce que tout est en hébreu. D'accord, ok. Alors vous allez prendre la télécommande du Masgan. Anatel, éternellement à votre écoute. Et tant mieux si ça vous fait chaud au cœur. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. A+, publicité. De retour dans Bienvenue chez vous avec nos chroniqueurs. Bonjour Leslie Sibony. Bonjour. Bonjour Yohann Halimi. Bonjour Stéphane. Sophie Baudin, ça va? Ça va bien. Gisèle Abazone. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir dans cette émission pour la première fois. Mais ça me fait plaisir aussi. Vous allez nous donner un petit coup de main ce soir? Bon, allez. Hein? Allez, d'accord. On connaît vos talents d'interprète. Oui, bon, hein? Enfin, on Et va nous bien. aider parce que, regardez qui on a à côté de nous. Ori Sasson, le champion de judo, médaillé olympique, il est avec nous. Alors, il s'est mis sur les genoux là, hein. Là vous croyez qu'il est assis, en fait il est sur les genoux. Et donc, je m'excuse, vraiment je suis désolé, je vous serre la main évidemment que c'était une blague tout à l'heure. Non, je vous en veux pas. Voilà, il est avec nous parce qu'on est fiers de ce qu'il a fait, on est fiers de lui et tout Israël est fier de lui et c'est vraiment un honneur pour nous de le recevoir dans cette émission. Bienvenue chez vous. Toda Rabba, encore un applaudissement, merci à tous. Gisèle va vous interpréter, comme on dit.
D'ailleurs, on parlera avec vous tout à l'heure d'interprétation. Mais Gisèle, vous pouvez déjà lui dire ce qu'on a appris. הם סתם אמרו שהם נורא שמחים שבאת והם מאוד גאים בך וזה כבוד גדול ומקודם זה היה רק בצחוק. באמת, תודה רבה שבאת עד לכאן. אז קודם כל, אני באמת שמח להיות כאן, גם בגלל שאני יודע שיש קהל צרפתי גדול בארץ שאוהב אותי ועוקב אחריי. Alors d'abord et avant tout, je suis très heureux moi aussi d'être ici. Je sais qu'il y a un grand public français ici qui m'aime bien et qui me suit. וגם בגלל שאני מאוד מאוד אוהב את צרפת, ואני מאוד אוהב להתחרות שם, במיוחד בגרנד סלאם פריז שקורה כל שנה, יש שם אווירה מאוד מאוד מיוחדת של ג'ודו. זה ברסי? ברסי? ברסי, ואני באמת שמח להיות פה איתכם. Alors et puis c'est aussi parce que j'aime beaucoup la France et j'aime bien toutes les compétitions qu'il y a en France, en particulier le Grand Slam Paris à Bercy. C'est une ambiance toujours extrêmement particulière et donc ça me fait très plaisir d'être avec vous. Alors comment ça fait, Ori, de voir le drapeau d'Israël flotter lorsque vous avez gagné une médaille olympique et vous voyez le drapeau, vous entendez l'hymne? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? אז מה זה עושה לך בעצם כאשר אתה ככה בתחרות ואתה רואה את הדגלים של ישראל ואתה שומע את התקווה, מה אתה מרגיש? קודם כל, לייצג את מדינת ישראל זה כבר זכות מאוד מאוד גדולה, ולזכות במדליה אולימפית מול כל העולם זה כבר ניצחון לא אישי, זה ניצחון לאומי. אז אני חושב שעצם העניין הזה שאני מייצג את המדינה ומצליח לעשות את זה בכבוד, זה דבר שהוא לא מובן מאליו, ואני מאוד מאוד שמח על הזכות הזאת ורוצה להמשיך לעשות את זה בכבוד. Alors représenter Israël, c'est quand même un privilège extraordinaire et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit devant le monde entier. C'est quand même extraordinaire, c'est plus quand on remporte une médaille olympique et que le monde entier vous voit, ça n'est plus du tout un succès personnel, c'est quelque chose de national. Et c'est quelque chose de représenter Israël, c'est pas quelque chose qui va de soi, c'est quelque chose qui est un privilège exceptionnel. Et alors, quand on est dans un pays arabe par exemple, ça vous fait quoi là du coup? כשאתה נמצא במדינת ערב למשל, מה זה עושה לך? זה באמת מצב מורכב, להתחרות במדינה מוסלמית, לצורך העניין אבו דאבי, לדוגמה ששם הורידו לנו את הדגלים ונתנו לנו להתחרות בעצם ללא זהות. אני חייב בתור ספורטאי לדעת להתנתק מהפוליטיקה, שזה מה שכל כך יפה בספורט, אתה צריך להיות מרוכז רק בדבר אחד וזה ניצחון. לפעמים אני לוקח את המקום הזה גם למוטיבציה. כלומר, כשמורידים לי את הדגל, אז אני עם מוטיבציה יותר גבוהה לזכות ולהשמיע את ההמנון בכל העולם. Alors, en fait, c'est évidemment beaucoup plus complexe quand on doit faire des compétitions dans des pays musulmans, dans des pays arabes. L'exemple évidemment d'Abu Dhabi. Abu Dhabi où pendant la compétition, eh bien, on était sans identité. On nous a pris le drapeau, on nous a pris notre identité. On devait simplement faire cette compétition sans avoir le droit de défendre notre identité. Alors bon, d'un côté, il faut faire preuve d'esprit sportif et c'est ça qui est quand même formidable. Le sport, c'est pas la politique. On est là pour gagner, on est là pour se battre, pour remporter la victoire. Et moi, je crois que justement, c'est encore plus important parce que ça m'a donné encore plus de motivation de ne pas pouvoir avoir mon drapeau. Eh bien, j'ai voulu remporter la compétition pour que et mon drapeau et mon hymne soient vus dans le monde entier grâce à ma victoire. Oh, alors, vous savez quoi, moi je me sens tout petit là avec ce truc. Je demande au réalisateur, je peux enlever ma chaise? Voilà, on va se faire sans chaise parce que je peux. Ah, voilà. Là, je suis mieux quand même. Elle n'arrêtait pas de descendre cette chaise, c'est insupportable. Alors, Netanyahou a déclaré de vous, il a montré le vrai visage d'Israël. Chaque petite fille, chaque petit garçon n'a pas seulement vu un champion, mais un homme bon. Vous devez être fiers. נתניהו אמר לך שבעצם אתה הראת את הפנים האמיתיות של ישראל ושבעצם כל ילד וכל ילדה לא ראה פה אלוף אלא את הישראליות ואת האנושות שלך. אתה האלוף. זו מחמאה מאוד מאוד גדולה לשמוע את זה מראש הממשלה. ואני חושב שמה שכל כך יפה בג'ודו זה שהוא משלב ערכים של כבוד ויושרה אל תוך ענף מאוד מאוד ספורטיבי. פשוט ללחוץ את היד זה דבר שהוא נורא בסיסי, וזה הרגיש לי טבעי לגשת ליריב המצרי וללחוץ לו את היד. לצערי הוא סירב לבקשה הזאת, זאת אומרת לפנייה, וזה באיזשהו מקום באמת הראה שכביכול ישראל היא באמת מדינה ששוחרת שלום
ורוצה שלום, ואני שמח על הזכות הזאת. Alors c'est effectivement un compliment magnifique que m'a fait là le Premier ministre et c'est ça qui est beau dans le judo. Le judo, c'est vraiment basé sur les valeurs du respect, de l'honnêteté, de la droiture. Alors pour moi c'était évident, ça allait de soi que j'allais serrer la main de mon adversaire. Je l'ai fait sans y réfléchir plus avant et quand mon adversaire égyptien a refusé de me serrer cette main tendue, je l'ai beaucoup regretté, mais c'était en même temps la preuve que nous en Israël, on aspire à la paix. Tout ce qu'on veut, c'est tendre la main. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand il a fait ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti? מה אתה חשת כשהוא עשה את זה? אז בתור ילד, תמיד חינכו אותי, כשאתה ניגש לקרב, הדבר הראשון שאתה עושה זה כד קידה ומיד אחרי זה לוחץ את היד. אז כשהוא החליט לא ללחוץ לי את היד, הרגשתי שיש פה פגיעה בעולם הערכים הספורטיבי שגדלתי עליו, וציפיתי שבגלל שזה אירוע שמקבל פרסום בכל העולם, דווקא שם הוא ינהג בצורה אחרת, אבל לא הייתה לי שליטה במה שהוא בחר, וכל מה שהייתי צריך לעשות זה להיות בפוקוס לקראת הקרב הבא. כן, עשית זה ופלוס זה, והוא לא רצה. נכון, ניסיתי פעמיים, לא הצליח. Alors en fait, moi quand j'étais petit, on m'a éduqué, on m'a appris que voilà, quand on fait du sport, les valeurs sont les suivantes. D'abord, quand vous rentrez sur le tatami, quand vous allez faire un combat de judo, eh bien d'abord vous vous inclinez et puis vous serrez la main de votre adversaire. Ça va de soi, ça fait partie des valeurs. C'est comme ça qu'on m'a élevé. Alors effectivement, comme c'était en plus un événement devant le monde entier, moi j'étais persuadée que bon, il ferait ce qu'il faut dans les règles de l'art. Et quand je suis venue vers lui et qu'il a refusé de me serrer la main, j'étais vraiment très étonnée. Mais bon, moi je ne contrôle pas ce que fait mon adversaire. Alors tout ce qu'il fallait que je fasse, moi, c'était me concentrer sur le combat que j'allais devoir encore mener à la suite. Et donc voilà, j'ai été plus avant. Teddy Riner, il est sympa quand même, parce que bon, vous n'avez pas pu, il vous a barré la route à la médaille d'or quand même. ובכל זאת נחמד, ובכל זאת דידר, הוא בעצם עצר אותך בדרך לזהב, ובכל זאת נחמד. הוא נחמד עד שעושים איתו קרב, טדי רינר. הוא באמת, טדי הוא ספורטאי גדול מאוד. אגדה לא רק בצרפת, בכל העולם, ולהילחם איתו בשבילי זה אתגר עצום, גם בגלל היכולות הפיזיות שלו, וגם כמובן היכולות המנטליות שלו. הוא דווקא ניגש אליי אחרי התחרות ואמר לי שמה שקרה עם המצרי זה דבר פסול. נורא הערכתי את זה שהוא בא ודיבר איתי על זה. אני חושב שהוא איש מקסים. הוא אמר גם, il a dit aussi, il va falloir compter sur lui dans l'avenir. הוא גם אמר שיצטרכו לקחת אותך בחשבון בעתיד. Et donc pour traduire la réponse qui a été donnée, c'est que en effet c'est vraiment une personne extraordinaire, Teddy. Pas seulement, c'est une légende, pas seulement en France, mais dans le monde entier. C'est un vrai défi de s'affronter à lui, pas seulement du point de vue physique, mais aussi du point de vue mental. Mais d'un autre côté, après qu'on se soit battu, eh bien, il est venu voir et il m'a dit que ce qu'avait fait l'Égyptien, ben, c'était vraiment pas correct. Et ça, j'ai trouvé vraiment que c'était très bien de sa part et c'était voilà, il avait compris et ça m'a vraiment fait plaisir. Alors vous êtes, on voit bâti, vous faites combien, 1m93, 120 kg, vous êtes bâti pour le judo, mais vous faites d'autres sports? אז אנחנו רואים ככה, 1.93, 120 קילו, אתה בנוי לתפארת, אתה עושה ספורט אחר חוץ מג'ודו? בפעם האחרונה שעשיתי ספורט אחר, נפצעתי בברך לשנה שלמה. La dernière fois que je me suis essayé à un autre sport, j'ai été blessé au genou pendant toute une année, alors... ואני מאוד אוהב ענפי ספורט אחרים, כדורעף חופים וכדורסל וכל מיני ענפים שהם לא רק ג'ודו. אני אוהב לאתגר את עצמי בכל מיני סגנונות, אבל כרגע אני מתרכז רק בג'ודו כדי לא להיפצע ולשמור על עצמי לקראת המשחקים האולימפיים. Alors, j'adore des tas d'autres sports, j'adore le volley de plage, j'adore le basket, j'adore faire des tas d'autres sports, mais là, pour l'instant, le judo, je m'y réserve pour essayer de ne pas être blessé, pour me préparer pour les Jeux Olympiques. Eh ben oui, Jeux Olympiques de Tokyo, ça va, vous êtes prêts pour Tokyo? אתה מוכן לטוקיו? זהו, זה מה שבא. 2020? 2020. מוכן ומזומן. Je suis prêt et plus prêt que jamais. Il vient de gagner une médaille d'argent. Ah oui, on peut le dire. Une médaille d'argent. הרגע זכית בכסף, נכון? כן, זכיתי במדליית כסף בגרנד סלאם פריז. גרנד סלאם פריז. סליחה, גרנד סלאם, אני אומר פריז כי אנחנו פה מדברים בצרפתית. אבל לא, בגרנד סלאם רוסיה. Non, c'est le Grand Slam de Russie, je me suis trompé puisqu'on parle français.
מדורג כרגע שמיני בדירוג העולמי. Je suis 8e rang mondial. השאיפה היא להיות מספר 1 בעולם. Et en fait, j'aspire à être le numéro 1 mondial. mondial. Oh là 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 là. Bon, on vraiment, de tout cœur, on est sûr que on va vraiment vous soutenir. Et vous savez que... Vous connaissez un peu les Français d'Israël, vous les connaissez? Pour leur passer un petit bonjour. אתה מכיר קצת את הצרפתים בישראל? אתה רוצה להגיד להם משהו? כן, אולי זאת הזדמנות טובה להגיד להם, להסתכל על המצלמה. כן. אז אני רוצה להגיד לכם תודה, קודם כל שעשיתם את העלייה כאן לארץ, וזה מרגש לראות שיש כמות כזאת, במיוחד בנתניה, איפה שאני גר. גם אני. גם אתה, נכון, שם פגשנו? פגשנו. On a pris un petit café ensemble à Dania. ותודה רבה שאתם עוקבים אחריי, אחרי הג'ודו הישראלי, ואני מאחל לכם בריאות ורק טוב. Eh bien, en tout cas, c'est l'occasion effectivement de vous dire merci. Merci d'avoir fait votre alia. Je trouve ça très émouvant. Moi, personnellement, ça me touche beaucoup, en particulier à Natania, la ville où j'habite, où j'ai rencontré d'ailleurs Stéphane, où on a bu un petit pot ensemble. Alors vraiment, merci de tout cœur. Je vous souhaite tout le succès, toute la réussite et merci. Merci, Yori Safen. Là, je serre la main 2 fois. Merci beaucoup. Rentrez bien et à très très bientôt. Au revoir. C'est Tarzan, Béchalom. זה חשוב, זה חשוב. On se retrouve au café à Natania. יאללה, סגור. תדבר איתי. ביי לכולם, להתראות. ביי, תודה. ביי, להתראות. Ori. Sympa. Impressionnant. Impressionnant quand même. Ah ouais, balèze. Hein? Même un peu beau gosse quand même. Un peu beau. Belle carrure, on va dire. Qu'est-ce que vous dites, Leslie, vous? Pas mal. Pas mal, hein? Pas mal. Ouais, impressionnant. Ouais, pas plus que nous, quoi. Je préfère pas me prononcer. Gisèle, merci beaucoup, Gisèle Abazon. Là aussi, je vais applaudir parce que... Ah oui. Non, la traduction était parfaitement... Belle carrure. Impressionnant. Chevelure incroyable. On reconnaît de loin hein, tous ceux qui vont effectivement dans les spectacles ou plutôt les congrès, les conférences ici en Israël connaissent Gisèle Abazon évidemment, vous l'avez vu, ou à l'ambassade par exemple. Merci encore beaucoup pour avoir fait. Alors on ne dit pas cette traduction, alors je dis exprès, mais on ne dit pas traduction, on dit interprétation. Absolument. C'est le mot juste de votre métier. Métier d'interprète. C'est un métier passionnant. Évidemment, et pour nous à l'extérieur, ce qui nous intéresse, c'est le monde du secret, parce que vous savez des choses, parce que évidemment, elle interprète les grands de ce monde, les politiques, Poutine, qui veut... Poutine, non, peut-être pas Poutine, mais je veux dire... Moins quand même. Si Trump vient, par exemple, c'est vous? Non, on va dire Macron. Oui. Macron, c'est vous. Donc Macron qui parle à Bibi Netanyahou, c'est vous. Non, il parle en anglais. Ah, il parle en anglais. Ah oui, c'est vrai que c'est une spécificité de Netanyahou. Et vous n'aimez pas trop son interview, Stéphane. Bon, d'accord, ok. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, il y a des secrets dont elle va pas nous les raconter. Ah non. Ce soir, elle ne va pas nous les raconter, vous êtes sûr? Ah, certain. Bon, d'accord, ok. Alors, on passe à autre chose. Donc, ce métier, alors, on a dit interprétation, mais il y a plusieurs choses, en fait, dans tout ça, parce qu'en fait, il y a plusieurs formes d'interprétation. Il y a ce qu'on a vécu ici avec Ori, c'est-à-dire, comment on appellerait ça? L'interprétation consécutive. Consécutive, donc il parle en hébreu, vous notez rapidement tout ce qu'il dit, mais vraiment c'est très précis. C'est pas je note pas tout ce qu'il dit, je note des mots-clés. Il y a des choses dans la tête. Il y a le deuxième, c'est l'interprétation simultanée. Ça, alors là, c'est encore plus impressionnant, mais en général, on ne vous voit pas. On entend votre voix, voilà, on vous entend voilà, les personnes parlent et c'est en même moment. Ouais, c'est à vous. Voice-over en fait. Voice-over, enfin, c'est vrai. Et puis il y a une troisième qui est l'interprétation chuchotée. J'aime beaucoup ce nom, interprétation chuchotée. C'est-à-dire que vous êtes, c'est discret, elle est derrière vous, elle vous raconte ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'on est en train de parler, elle raconte exactement ce qui se passe dans l'oreille du président, par exemple. C'est ça. On est bon, oui. Mais il y en a peut-être plus encore, mais oui. Alors. Quelle est la difficulté de ce métier? Parce que c'est pas parce qu'on est bilingue qu'on est forcément interprète. Certainement pas. Certainement. Il ne suffit pas de savoir des langues pour être un interprète. Il ne suffit même pas d'être traducteur pour être interprète. Parce qu'un traducteur, il est chez lui, il est tranquille, il a son bouquin, il a ses dictionnaires, il a son ordinateur, il a ses pantoufles, il a son entourage, sa zone de confort. Et s'il a un problème sur un mot, il peut prendre 2, 3, 4 heures pour chercher, pour pinailler, pour refaire. Nous, les interprètes, simultané, on n'a pas le temps, on n'a pas le droit de se taire. Donc, en simultané en particulier, quand on fait de l'interprétation en cabine en simultané, s'il y a un mot qui manque, on le remplace par un autre, on fait une paraphrase, on l'explique, mais on ne se tait pas. Donc, généralement les interprètes sont des traducteurs parce qu'ils savent faire le travail de passer d'une langue à l'autre, les traducteurs ne sont pas toujours capables d'avoir cette simultanéité, de pouvoir traduire en temps réel
ce qu'ils entendent qui est resservi aussitôt dans une autre langue. Oui, traducteur, c'est plus pour l'écrit? Traducteur, c'est par écrit, et interprète, c'est à l'oral. Alors, ce qui est intéressant, le mot interprète, justement, c'est que vous interprétez, on l'a vu avec Ori tout à l'heure, vous le jouez, vous essayez de rendre, finalement, son émotion. On retraduit les émotions. Ouais. Mais parce que ça fait partie, c'est ça être un interprète, c'est transmettre, c'est être un agent de transmission d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une personne à l'autre. C'est nous qui faisons le pont entre les cultures, entre les discours, entre les personnes. Donc, c'est évident que si on le fait, si on est des sous-titres, on ne sert pas vraiment le travail qui est le nôtre, c'est-à-dire faire passer tout ce que la personne veut dire. Nous, ce que nous disons, c'est ce que la personne veut dire. Voilà. Et elle doit être en totale confiance avec vous, évidemment. Bien sûr. Alors ça, c'est comment on lie confiance avec... c'est juste le diplôme, le fait que vous soyez envoyé d'eux ou... Non, il y a une réputation. D'abord, il y a une réputation, évidemment, au fil des années. Les choses se font, et puis les gens, il y a du feeling. De la même façon, d'ailleurs, que comme interprète, il y a des gens qui n'ont pas envie d'interpréter parce que j'ai pas de sympathie. Il y a une question de feeling aussi, bien entendu. Mais c'est surtout pour la personne que l'on interprète. Elle a rapidement le sentiment, elle se rend compte que voilà, l'interprète là, ça va, il m'a compris, je peux y aller. Et puis il se lâche. Et ça donne des choses. Moi, ça m'est arrivé. Je me souviens d'un entretien à un très haut niveau, président, Premier ministre, et au départ, il n'avait pas du tout envie d'avoir un interprète. Ça l'embêtait qu'il y ait un interprète qui soit là parce qu'il voulait, c'était du top secret, c'était du haut niveau. Et c'était un mal obligé parce que nous sommes un mal obligé souvent. Et au bout d'un moment, et donc j'ai fait mon travail en chuchoté, c'est comme de la simultanée, je parle en même temps. Et donc les deux personnalités se regardaient dans les yeux, se parlaient comme nous nous parlons maintenant, et ils ont totalement oublié ma présence. Et au bout d'une heure d'entretien où ils se sont dit des choses qui avait une certaine importance, quand l'entretien a été terminé, le Premier ministre s'est retourné vers moi et il m'a dit « T'es encore là ?» Et c'est là que je me suis dit « J'ai bien fait mon boulot. » Waouh! C'est-à-dire qu'il a carrément oublié qu'il était... Complètement. C'est-à-dire qu'au départ, il était vraiment antagoniste, il ne voulait pas du tout, ça l'embêtait qu'il y ait quelqu'un qui le parle, parce qu'il voulait vraiment pouvoir parler directement. Et puis au bout d'un moment, il s'est lâché, il a compris que c'était bon, que je l'avais, quoi. Mais c'est fou qu'à ce niveau-là, ils ne le sachent pas, parce qu'ils ont l'habitude. Non, pas toujours. Pas toujours. En particulier pas les Israéliens. Les Israéliens... vont en anglais. D'abord, ils vont en anglais et ils ne se rendent pas du tout compte que ça ne le fait pas. C'était Hans-Dietrich Genscher qui disait « Quand on parle sa langue maternelle, on dit ce qu'on veut. Quand on parle une autre langue, on dit ce qu'on peut. » Et donc, à certains niveaux de communication... On le ressent bien. Voilà. Il vaut mieux parler sa langue maternelle et être servi par un interprète professionnel qui vous permettra de dire ce que vous voulez. On peut vous embaucher au jour le jour là, pour aller faire ses courses. C'est pour les courses, c'est très utile. Les courses, c'est bien, non? Oui, bien sûr. On est sûr d'avoir ce qu'il faut. Il y a des gens plus difficiles à interpréter que d'autres. Il y a des défauts. Quelqu'un qui parle trop rapidement ou non. Il y a des gens qui sont plus difficiles d'interpréter que d'autres parce qu'il y a des gens qui articulent mal. Il y a des gens. D'abord, c'est très curieux en fait. C'est-à-dire que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc une personne qui est embrouillée dans sa tête, qui ne sait pas bien ce qu'elle va dire, qui part dans tous les sens, c'est beaucoup plus difficile à interpréter parce qu'on ne sait pas très bien où est-ce qu'elle va et qu'est-ce qu'elle veut dire. Par contre, il m'est arrivé très souvent d'interpréter des gens, ça m'est arrivé plus en cabine, où la personne est en train de faire son topo, et puis elle bute sur un mot, et moi je termine sa phrase avant elle. Parce que je sais... J'ai compris où il va. Alors, voilà. Évidemment, je ne vais pas te donner de nom, on ne peut pas donner de nom, mais je me souviens d'un jour où je vous ai vu interpréter un sportif, on va dire, de haut niveau français, et il n'était pas effectivement tout à fait clair, et je me suis dit, mais comment elle va traduire ça? Mais le mec, je n'ai pas compris en français, quoi. Et vous y arrivez quand même. Ça dépend, des fois. Petite idée de qui ça peut être. Nous tairons les noms. Ça se joue avec les pieds, en tout cas. Oui. En Allemagne. C'est quand même impressionnant. Vous êtes impressionné quelquefois ça vous impressionne quelquefois des personnalités que vous interprétez? Toujours. Et vous êtes un peu... J'ai toujours le trac, je suis absolument pas blasé. Je pense que si on devient blasé, c'est plus la peine. Faut plus le faire. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de... Enfin, j'ai du respect pour les personnes que j'interprète. Je pense qu'aujourd'hui, à ce stade d'ailleurs, il est possible que je refuse des personnes où c'est trop.
Non, je ne suis pas blasée, je suis toujours un trac, une tension, oui bien sûr. Et c'est fatigant j'imagine comme exercice parce que épuisant. C'est épuisant, on le sent la tension, vous êtes 2 heures sur scène en train de... Mais c'est comme un sportif, on a vu Ory Sasson tout à l'heure, champion olympique, vous êtes un peu des champions olympiques de la mémoire. Il faut des tas de capacités pour être interprète. Il faut savoir poser sa voix, il faut savoir parler, il faut avoir une culture générale en béton parce que, bon voilà, là c'était une consécutive pour un judoka, mais je me retrouve dans une conférence médicale, dans une réunion diplomatique de haut niveau, dans une conférence philosophique, dans des rencontres scientifiques, et donc, d'une part, il faut pouvoir se préparer, il faut bosser, c'est du travail en permanence. Le vocabulaire adéquat. Parce qu'il faut préparer le vocabulaire. On ne peut pas interpréter ce que l'on ne comprend pas. Donc, si vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez pas le traduire, et donc on est obligé de se préparer. Et d'un autre côté, il y a des conférences où j'arrive parfois, ou des entretiens où j'arrive parfois, où voilà, on ne m'a pas donné les discours à l'avance, où je ne sais pas où j'arrive, et là, tu fais du solo sans filet. Il y a une culture, bon, il y a l'expérience, il y a les années, il y a voilà. Donc avant chaque personne chaque sujet, vous le révisez? Bien sûr. Les mots de vocabulaire qui pourraient vous manquer, etc. Bien sûr. Ah ben sinon, on n'est pas un professionnel. Ça, il faut vraiment... bon voilà, que sais-je, une conférence d'esthéticienne. Je refais tout mon vocabulaire, biologie, les crèmes, les machins. Les politiques, si c'est des rencontres politiques, je suis obligée de suivre l'actualité de très près en permanence. Et puis c'est entretenir les langues aussi, parce que dans toutes les langues dans lesquelles je travaille, elles évoluent, elles changent. Le français de l'époque de mon allié en 1981 n'est pas le même qu'aujourd'hui, donc c'est constamment, c'est un travail... Ça vous est arrivé, quelqu'un parle en verlan par exemple, dit un mot en verlan, et là... Non, le verlan, c'est pas le pire. C'est quoi? Il y a des choses... Un slang? Non, c'est plutôt des accents. En fait, le problème, c'est plutôt les accents, quoi. Quand on se retrouve avec des accents où on se dit... non, là, j'ai pas compris. Là, c'est... Non. Bon, il faut l'avouer. Comment on fait pour avoir vos services? Comment ça se passe? Il y a un site internet? Comment ça se passe quand on veut avoir Gisèle Abazon pour... Ah bah, il suffit de crier Gisèle Abazon dans la rue à Tel Aviv. C'est vrai, tout le monde vous connaît. Hein. Voilà. Non, mais je crois qu'il y a un site internet, Cassiope, c'est ça? Non, Calliope. En fait, je fais partie d'un réseau mondial d'interprètes conseils. Ce réseau mondial d'interprètes conseils, ça signifie que nous organisons des équipes d'interprétation dans toutes les langues, dans le monde entier, parce que c'est pas seulement hébreu, français, mais moi je travaille dans 5 langues, j'organise des équipes parce que c'est un travail d'équipe, l'interprétation simultanée, c'est un travail qui se fait en équipe, donc on organise des équipes d'interprétation en Chine, en Europe, enfin peu importe, et voilà, donc des services linguistiques. Merci Gisèle Abazon. Moi, ce qui est bien, c'est que la première partie, j'étais très complexé physiquement, mais maintenant, je suis complexé intellectuellement. Voilà. Alors, justement, je crois qu'on va recevoir un chanteur en plus, donc je vais être... On va enfoncer le clou, on va voir si vous êtes complexé aussi dans vos chroniques. Parce que c'est non, ça va. Sur ça, je pense que je vais m'en sortir. Alors comme on sait, on va mettre le contexte. Nous sommes dimanche, alors on enregistre l'émission avant. Dans quelques jours, il y a les élections ici, nationales, en Israël. Donc, on ne connaît pas, nous, les résultats. Évidemment, on n'en parlera pas non plus. Juste, on va l'évoquer parce qu'il y a des films autour de cette thématique. Et oui, tout à fait, puisque dans 2 jours maintenant, les Israéliens iront aux urnes pour élire un nouveau gouvernement. Donc je me suis dit, tiens, si on était dans le sujet, on va parler un petit peu d'élections et de politique au cinéma. Voilà, on sait que les hommes politiques sont de grands comédiens, qu'ils adorent se mettre en scène. On a même eu des acteurs qui ont fait de la politique, comme Ronald Reagan, qui a été élu président, ou Arnold Schwarzenegger, gouverneur de Californie. Et puis on a de grands films politiques. Bien sûr, on a des chefs-d'œuvre comme Les Hommes du Président, Mr. Smith au Sénat, Dr. Folamour, ou même plus récemment Lincoln. Mais moi, je voudrais m'intéresser un peu plus aux films qui parlent plutôt des élections, voilà, d'une campagne électorale. Et pour cela, je voudrais revenir sur un film qui est sorti en 1997 qui s'appelle Des Hommes d'influence, qui est réalisé par Barry Levinson avec Robert De Niro et Dustin Hoffman. Et c'est une comédie en fait où on voit un chef de campagne, Robert De Niro, qui va chercher un producteur hollywoodien pour mettre en scène une guerre pour servir en fait son candidat. Voilà. Donc c'était un petit peu le début de la politique fiction et on a une comédie vraiment qui est très sympa. Attends, on va poser la question. C'est de la politique fiction ou ça pourrait être possible? Oh, tout est possible, on le répète en permanence. Hein. En hébreu, ils ont traduit le titre du film par
La queue qui remue le chien. D'accord, ok. C'est beaucoup d'humour. Très imagé. C'est marrant. Ouais, alors il y a eu un autre film qui est sorti quelques mois plus tard, c'est Primary Colors. C'est qui était sur la campagne de Bill Clinton avec John Travolta. Et puis on a eu aussi, pour parler de la France, on a eu La Conquête. Où on voit la campagne et l'ascension de Nicolas Sarkozy, voilà, face à Chirac et de Villepin. Et puis on a au cinéma en ce moment 2 films. Le premier qui s'appelle The Front Runner, qui est avec Hugh Jackman, qui incarne un vrai candidat en fait aux primaires démocrates en 1988, qui s'appelle Gary Hart, qui était adulé et qui faisait la course en tête dans tous les sondages, qui était en train de faire un raz-de-marée et qui était censé se retrouver face à George Bush père. Et malheureusement, c'est la première fois qu'on a vu justement un journalisme politique rejoindre un peu la presse à scandale, puisque ce candidat est tombé, il s'est complètement écroulé suite à une affaire de liaison. Voilà. Il avait une liaison et ça lui a complètement barré la route des présidentielles. Voilà. Donc c'est un film qui est un peu bavard, qui manque un peu de dynamisme et qui est plaisant et instructif en tout cas sur cet aspect. Et puis on a un autre film en ce moment qui s'appelle Vice et qui est un film qui parle de Dick Cheney, le vice-président de George Bush Jr. cette fois-ci, incarné par Christian Bale, qui est méconnaissable. Il a pris plus de 20 kilos, il a failli avoir l'Oscar. Et donc c'est un film qui a beaucoup de pêche, qui est très drôle, qui est féroce. Ça fait penser un peu à House of Cards, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. C'est entre cruauté burlesque et un peu tragique en même temps. Et donc c'est un film qui est édifiant, puisqu'on voit ce Dick Cheney qui rentre au gouvernement, enfin qui devient chef de cabinet sous Nixon, et qui va au fur et à mesure gravir les échelons jusqu'à être le vice-président de Bush Jr. Et peut-être même, on pourrait peut-être appelé coprésident, parce qu'il a complètement réinventé la fonction au point de prendre des décisions à la place de Bush, au point d'influencer considérablement la politique internationale, puisque c'est lui qui est derrière la guerre en Irak, que l'on sait aujourd'hui, qui a été un petit peu, on va dire, bidouillé. Voilà, d'ailleurs même Israël n'était pas pour cette guerre. Donc ce personnage a complètement redessiné la géopolitique mondiale, et c'est très bien montré dans le film. Alors, il y a effectivement un côté très partial, comme c'est de plus en plus le cas au cinéma, c'est-à-dire que c'est un film qui est totalement à charge. Il va manquer peut-être un petit peu de nuance. Donc ça fait que l'on voit un film qui est très bien, qui n'est pas tout à fait faux, mais qui n'est pas tout à fait vrai non plus. Voilà. Et puis, je voudrais juste revenir sur un dernier film, et là ça va être très court. Je voudrais vous parler dans la campagne israélienne, on a beaucoup entendu parler de la Cour suprême, du Bagatz. Et il y a un film actuellement dans les salles, qui est un film qui parle de la Cour suprême américaine, qui s'appelle Une femme d'exception. Je l'ai vu hier. Eh ben voilà, super. Adoré. Super. En hébreu, c'est Amina Chazak, le sexe fort. Et donc, ça parle d'une femme qui s'appelle Ruth Bader Ginsburg, qui est une femme juive de Brooklyn, et qui est un petit bout de femme, avocate, qui dans les années 50, 60, 70, n'arrivait pas à travailler, parce que c'était une époque qui ne laissait pas tellement la place aux femmes dans la société du travail. Et elle a mené un combat féministe au point de devenir une icône du combat féministe. Et elle a porté une première affaire devant la Cour suprême, une affaire donc, qui a fait s'écrouler tout un tas de lois qui étaient sexistes. Donc cette femme est rentrée à la Cour suprême en 1993 et elle y est encore aujourd'hui, elle a 86 ans. Voilà, c'est une vraie icône, c'est un peu la Simone Veil à l'américaine. Donc le film n'est pas fantastique, c'est un bon film, un peu classique, un peu... On se laisse prendre. Hein. Voilà, c'est très plaisant, on se laisse prendre, mais c'est un peu classique. Mais en tout cas, on en apprend beaucoup et j'ai trouvé ce film intéressant. Donc allez le voir, il est en salle en ce moment. Merci Yohann Halimi. Un petit mot peut-être, vous voulez rajouter ? Ah oui, sur les élections. Oui. Comme pour les élections municipales, je rappelle aux téléspectateurs que pour voter, c'est comme pour les municipales. Si vous n'avez pas reçu votre petite carte avec votre Théoudat Zéhout, c'est suffisant pour aller voter. Donc allez voter. Très bien, il faut aller voter. Merci. Sophie Baudin. Oui. Alors, on sait que vous êtes aussi professeur de yoga, n'est-ce pas ? Il paraît. C'est très bien. Oui. J'ai même essayé. On voit les effets. Ah, ça s'est très bien passé. Et alors, vous voulez nous parler de l'acro-yoga ? Ouais, parce que l'acro-yoga... Et de Piccolino ? Et de Piccolino, rien à voir. Ça n'a pas avec Pinocchio ? Rien à voir, non, vous allez voir. Alors racontez-nous. Je vais vous parler d'acro-yoga parce que l'acro-yoga, c'est une discipline où les Israéliens excellent, ils sont super doués en acro-yoga. L'acro-yoga, en gros, c'est un mélange de yoga et d'acrobatie. Alors vous allez le voir sur les images.
vous avez une personne qui est au sol, qu'on appelle la base, et une personne qui est dessus et qui vole en contact avec la base, qu'on appelle le flyer. Et ensemble, ils font des enchaînements de positions, c'est super esthétique et parfois très impressionnant. Vous faites vous-même, vous? J'en fais aussi. Sur Insta, on vous voit de temps en temps. C'est vrai. Je vois que vous êtes bien renseigné. Je suis abonné à votre compte. Je suis abonné à votre compte. Et donc, il y a une énorme communauté d'acro-yogi ici. Ça commence en Europe aussi à arriver. Mais en Israël, elle est très très forte, cette communauté. Vous les avez peut-être déjà vus. Parfois, ils sont employés à l'aéroport pour faire justement des spectacles quand il y a beaucoup de monde. À Pessar, je pense vous allez les voir si jamais vous sortez un peu du pays. Ils sont dans les parcs. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus. À Rothschild ou ouais, exactement. Est-ce qu'il faut être sportif pour être ça? Parce que le yoga, c'est pas la peine d'être un grand sportif. Pas forcément. C'est ça que j'aime bien dans l'acro-yoga, c'est que c'est accessible à tout le monde. Alors il y a des trucs très acrobatiques certes, mais il y a aussi des trucs qui sont assez simples et qui sont très vite impressionnants en fait. On se surprend vite, c'est en fait assez accessible. Il y a des positions à 2, 3, 4 qui ont l'air de l'extérieur incroyables et en fait c'est juste de l'alignement et c'est pas si compliqué que ça vraiment. Et en fait ce qui est génial, en tout cas moi ce qui me plaît, comme je pense qu'on le sent dans l'acro-yoga, c'est qu'on travaille énormément de choses. On travaille bien sûr le corps, on est en train de gainer le corps, mais on travaille l'équilibre, on travaille la confiance en soi, parce que quand on est là-haut, parfois ça peut faire un peu peur. La confiance en l'autre surtout, c'est ça que j'allais dire, c'est que en fait, on travaille sur l'écoute de notre corps, mais aussi sur l'écoute et la communication qu'on a avec l'autre. Parce que cet enchaînement de positions, il marche seulement si, à ce moment-là précis, vous êtes concentré sur ce que le corps de l'autre est en train de vous dire, ce que vous êtes en train de dire à l'autre. C'est une espèce de méditation en mouvement pour moi, j'adore ça. D'accord, donc pas besoin d'être sportif, mais on ne peut pas le faire avec sa grand-mère. Eh bien, détrompez-vous. Je pense qu'on peut essayer parce que vous savez quoi, en acro-yoga, il y a une partie donc acrobatique, mais il y a aussi une partie thérapeutique où là, c'est la base donc, qui est sur le sol, qui fait tout le travail. Vous, le flyer, vous êtes juste complètement relâché et vous recevez un massage de la part de la base. Donc vous avez un massage dans les airs, vous fermez les yeux, vous avez l'impression de vous envoler. C'est juste retomber en enfance. Donc si, moi personnellement, je fais des massages thérapeutiques en acro-yoga à mes parents et à ma grand-mère. Donc je dis, il y a moyen de s'organiser là-dessus. Et vous dites, les Israéliens sont très doués à ce... Ils sont super doués ici. Il y a même carrément une convention d'acro-yoga qui a lieu au mois de mai du 16 au 19 mai. À Mitzperamon dans le désert, donc cadre idyllique. Et il y a des gens qui viennent du monde entier en Israël parce que le niveau est vraiment très élevé. Pendant cette convention, il y a... C'est fou, des interprètes. Ouais. Voilà. Discutons après cette émission. Mais c'est fou quand même, ces Israéliens, quand ils font un truc, ils sont champions du monde. Mais c'est assez incroyable. Après, cette convention, elle est accessible, il y a un haut niveau, mais elle est accessible aussi aux débutants. Si jamais ça vous tente d'essayer, il y a moyen. Ouais, et les enfants? Et il y a aussi de l'acro-yoga pour les enfants, effectivement. La convention dont je viens de parler, elle, c'est que pour les adultes, mais il y a une convention spéciale famille, donc pas que enfants. Famille au mois de juin, c'est du 4 au 7 juin. J'ai du 7 au 10, non? Et là, j'ai dit quoi? 7 au 10 juin. Du 7 au 10 juin, excusez-moi. 7 au 10 juin, voilà, 4 jours d'activité. Ouais, en fait, vous êtes... Pour le coup, c'est simplement si vous aimez vous amuser avec vos enfants dans la nature, c'est fait pour vous. C'est 4 jours juste de yoga, acro-yoga, danse, spectacle. L'idée, c'est juste de se reconnecter à sa famille et à la nature. C'est vraiment, vraiment Ça coûte combien? Ça coûte un petit prix, ça coûte environ 500 shekels pour les 3 jours. D'accord. Et si jamais vous avez envie de vous y mettre, mais que vous n'avez pas envie de plonger directement dans la convention, en fait, il y a des cours absolument partout en Israël. Si vous êtes à Netanya, il y a le club d'escalade Monkey Climbing Gym qui donne des cours d'accro pour débutants. Si vous êtes à Jérusalem, il y a le studio Ayo. À Haïfa, il y a Meital qui donne. À Tel Aviv, il y a... À Tel Aviv, c'est vous, non? Vous donnez les cours. Il y a moi, c'est vrai. Je donne les cours jeudi après-midi. Mais il n'y a pas que moi, il y a tous mes copains acro-yogi israéliens qui les donnent aussi. Écoutez, moi, je propose qu'on s'y mette tous et puis à la fin de l'année on monte un petit spectacle d'accro. Parfait. On fait ça? Ah bah oui. Je peux venir aussi alors. Mais bien sûr. Ah oui, moi je viens aussi. Bon, du coup, vous n'avez pas de petite adresse sympa pour cette semaine là? Mais j'ai toujours une petite adresse en passant. Alors j'en ai une qui est à Jérusalem qui s'appelle Piccolino. Oui. C'est un restaurant kasher halavi. Vous confirmez donc. Ouais, c'est délicieux et j'aime beaucoup parce que c'est très familial. C'est la maman, la grand-mère, la nièce qui travaillent ensemble, donc on le sent dans le service, c'est super chaleureux. Et il y a une partie de ce restaurant Piccolino qui est sur le Kikar Musica. Voilà, donc en fait, vous avez de la musique live en permanence. Et moi, je vous propose d'y aller plutôt le vendredi matin parce que en plus de cette petite ambiance musicale, du petit soleil en terrasse qui vous réchauffe la joue, vous avez aussi un super buffet délicieux et illimité parce qu'on est en Israël, qui coûte seulement 80 shekels et ça vaut vraiment le coup par rapport à la qualité des plats. Et il est kasher. Il est kasher. C'est très sympa, il y a des concerts vraiment sympas au Kikar Musica, des grands artistes qui se produisent, des artistes plus confidentiels, il y a une vraie ambiance, c'est un vrai endroit à connaître à Jérusalem qu'on doit d'ailleurs. Et puis le vendredi,
Il y a même le vendredi, vous allez croiser sûrement des tables de soldats parce que ce restaurant, il offre le repas aux soldats qui n'ont pas leur famille en Israël le vendredi. Mais bon, comme la musique adoucit les mœurs, c'est toujours très agréable cet endroit. Et au même endroit, vous avez un musée, le musée de la musique juive, qui est fantastique. Il faut y aller avec les enfants. C'est magnifique. Puis vous avez un iPad qui vous reproduit tous les sons des instruments. Il y a des instruments qui ont des siècles. C'est vraiment très très beau et très instructif. Un bel endroit. Merci beaucoup pour cette chronique très complète, très sympa. Merci beaucoup. Bravo. On va se remettre au yoga acrobatique. Et à l'accro, ouais. Ça fait de belles photos. Leslie Sibony. Alors, j'adore votre proposition. C'est génial. Elle va nous parler des podcasts d'histoire pour enfants. C'est-à-dire où trouver les meilleurs podcasts d'histoire pour enfants. Quand on vous demande, un enfant vous demande toujours raconte-moi une histoire. Des fois, vous n'êtes pas champion du monde, surtout en hébreu. En hébreu, on peut passer la nuit à raconter Donc, on a un podcast, on peut leur faire écouter un podcast. On en a plus en français. Ouais. Évidemment, on parle en français. Là, on parle en français, mais j'en ai plein d'autres. J'ai dû faire un choix, donc on parle en français pour cette émission, mais j'en ai plein d'autres sous le coude. Et j'avais envie de vous présenter, moi, 2 podcasts qui sont un peu mes pépites du moment, que j'écoute moi-même pour m'endormir. Et donc, pour moi, c'est vraiment pour petits et grands, à écouter en famille ou seul pour les enfants. Donc, le premier, ça s'appelle Une histoire et au lit. C'est un podcast qui a été lancé à la rentrée 2018 par France Inter. Et la spécificité de ce podcast, c'est pas facile à dire, c'est que des comédiens et des personnalités qui ont écrit leurs propres histoires et qui vous racontent eux-mêmes les histoires qu'ils ont écrites. Alors par exemple, vous avez Alex Vizorek, Zeb, Delphine de Vigan, Guillaume Meurice, Laila Slimani. Donc c'est que des histoires que vous découvrirez pour la première fois avec une bande, un accompagnement sonore créé aussi pour le podcast. Donc c'est absolument sublime. Les podcasts durent moins de 15 minutes, c'est parfait pour s'endormir, même pour se relaxer, même pour les enfants. À un moment donné, vous avez un petit creux, un petit trou dans la voiture, tac, vous le remettez. C'est accessible sur toutes les plateformes de podcast, sur son téléphone, bien sûr. Vous cherchez, ça s'appelle Une histoire et au lit. D'accord. Alors, d'autres astuces, Alors, la deuxième pépite. Alors celle-ci, elle est absolument merveilleuse. Ça s'appelle La Voix Haute. C'est toujours un podcast? C'est toujours un podcast. Alors ça a été créé en 2016 par un comédien qui s'appelle Mathieu Farcy, qui va vous raconter des histoires à la fois d'auteurs qui sont tombés dans le domaine public. Donc on peut avoir des histoires de Dickens, de Maupassant, de Théophile Gautier, mais aussi des auteurs de jeunesse contemporain. Il a une voix sublime, mais vraiment, c'est magnifique. On a compris, c'est bon. Ça, c'est important. Non, mais certaines, d'ailleurs, vous avez sa photo à l'écran. Certains podcasts sont accompagnés de sons, de musique, c'est magnifique. Et certains n'en ont même pas besoin, puisque sa voix, justement, on parlait d'interprétation. Et bien là, vous êtes plongé dans un imaginaire, c'est absolument sublime. Il y a plus de 90 podcasts déjà en ligne. Il renouvelle assez régulièrement, il en remet. Alors, la question, est-ce que c'est payant? Tout ce que je vous ai présenté est gratuit. J'essaye moi aussi de trouver des astuces. C'est gratuit et vous pouvez les réécouter autant de fois. Donc on va mettre quelques informations à l'écran. Vous avez à l'écran les noms des podcasts et où les trouver. Alors il y a d'autres il y a peut-être. Non, d'autres podcasts, je les garde pour la prochaine fois, mais je voudrais juste préciser quelque chose parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où les enfants sont assez accrochés à la tablette et à l'écran et on a tendance à penser que les enfants ne peuvent pas s'asseoir et écouter un podcast. Eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous, puisqu'il y a une étude qui a été faite. Donc les pros du podcast, c'est bien sûr les Américains. C'est un mouvement qui est parti des États-Unis. Ils ont déjà tout un marché économique très bien rodé aux États-Unis. En Israël, ça se développe tout doucement et en France aussi. Mais cette étude, elle montre quoi? Elle montre qu'aujourd'hui, 80% des enfants qui écoutent un podcast l'écoutent plusieurs fois, donc ils y reviennent. Qu'ils sont demandeurs de podcasts qui sont plutôt longs. 15 minutes, c'est peut-être pas encore assez long pour eux. Et qui réécoutent, qu'ils les écoutent souvent en groupe. La moitié des enfants les écoutent en groupe. Donc je pense que toute cette étude prouve qu'il faut se mettre tout de suite au podcast. Et notamment, l'important, c'est que Louis développe des compétences chez l'enfant qu'on a tendance à mettre de côté dans le monde d'aujourd'hui, notamment la concentration, l'imaginaire. Et ce sont des êtres humains comme nous quand nous étions petits, donc on peut encore le voilà. Faut arrêter le YouTube, effectivement, trop de YouTube. Ou en tout cas doser les choses et opter pour aussi des nouvelles choses qui sont en train d'être créées et qui sont absolument fabuleuses et qui donnent envie de lire parce que souvent les histoires ne sont pas forcément terminées sur le podcast. Et on a envie d'en savoir plus, donc on peut aller acheter le livre.
Des fois, c'est sur plusieurs épisodes, des fois, vous avez qu'un extrait, donc il y a... Eh ben voilà, on va couvrir. C'est un exercice que vous avez déjà fait, ça, de la voix, raconter un livre. Oui, je fais des narrations. Ouais. Je fais des narrations. Et ce qu'elle fait aussi, et ça c'était génial. Du doublage. Vous avez déjà fait du doublage? J'ai fait du doublage aussi, mais dans mon jeune temps. Et à l'époque, quand on volait Elal, on entendait sa voix. C'est moi qui, en français et en espagnol, c'était ma voix qui disait aux gens attachez vos ceintures et regagnez vos places. Merci beaucoup, c'était très bien. Merci Avec plaisir. Beaucoup. Merci à vous tous. On va passer à la troisième partie de l'émission, où alors on a la chance de recevoir, il est arrivé, Kobi Aflalo, le chanteur israélien génial. J'adore, je suis fan. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. Anatel, bonjour. Bonjour madame, excusez-moi, c'est quoi exactement la recette des beignets parce que là... Ok. Alors, il va vous falloir 500 g de farine. Anatel, éternellement à votre écoute. C'est ça, notre recette. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. De retour dans Bienvenue chez vous, troisième partie, avec un invité d'honneur, Kobi Aflalo. Chanteur israélien que j'adore, qu'on aime tous ici, n'est-ce pas, Youssef Marek? Effectivement, une grande vedette israélienne qui nous fait l'honneur d'être avec nous dans Bienvenue chez vous. Eh ouais, merci, merci. Alors, יש לנו מתורגמנית? תודה רבה. גם לך שלום. שלום, מה אני שלומך? אתרגם לך מה שאתה לא תבין, ואני גם אתרגם אותך. מצוין. תודה. מצוין. אז בינתיים הם אמרו שהם שמחים שבאת. לא, זה אמרתי שזה כאילו, זה בדיוק הרגעים שאתה מצטער שברחת משיעורי צרפתית בבית ספר. Voilà, ça c'est juste les moments où on commence à regretter fondamentalement d'avoir fait l'école missionnaire pendant les cours de français. Manichar, qu'est-ce qui vous reste en français? הייתי הולך לשחק כדורגל. Non, il allait jouer au foot. לא, מה נשאר לך מהצרפתית? מהצרפתית? מה אתה זוכר להגיד בצרפתית? Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Bonsoir. Ouais. Bon appétit. Bon appétit. Ah, yes. C'est pas possible. Vous pouvez vous promener dans Paris tranquille, quoi. אני יכול להסתובב. אתה מבין? קצת. טיפה. apparemment, il comprend un peu le אומרים לי français. שיש חנות מאוד מפורסמת של משקפיים. נכון? Quand je vais en France, on me dit tout le temps qu'il y a un lunetier très connu. Aflelou, c'est fou. כן, כל מי שחוזר מצרפת שואל אותי אם זה משפחה. אפללו. אתה אפללו. כן. וזה מגיע מאפללו. אני לא יודע, כנראה. אותו דבר. Alors, si vous ne connaissez pas évidemment Kobi, moi, nous on le connaît un petit peu depuis au moins 2007 que nous, on vous a découvert, en tout cas les Français. Alors, j'espère que d'autres Français vont vous découvrir, des Français d'Israël qui vont vous découvrir ce soir. Mais il y a cette chanson qui s'appelle Ma She'alev Sheli Bachar. Ça, c'était une chanson de 2007, n'est-ce pas? אז אם כן, אנחנו גילינו אותך ב-2007, ואני מתאר, אנחנו הצרפתים, ובטח עוד צרפתים ילכו לגלות אותך, אבל בעצם השיר הזה, זה מה שהלב שלי בחר, זה השיר שבאמת היה תגלית, נכון? לא מדויק, היה לפני כן גם עוד שיר שקוראים לו בא מן השתיקה. לפני כן היה עוד שיר שקוראים לו שיר געגועים. שיר געגועים. ואז ים הרחמים, ואז מה שהלב שלי בחר, וגם מכתב לאחי, ומאז מתגלגלים השירים. אבל אני לא הייתי בצרפת הרבה זמן. מה שכן הייתי בצרפת, פעם אחרונה, באמת, מאז לא הייתי בצרפת וחבל. היה פעם אחת מכבייה במרסיי, ב-94. בשנת 1994 היה מכבייה במרסיי, והתארחנו שם אצל המשפחות היהודיות, שאירחו אותנו כל כך יפה, היו אנשים, ואז הבנו את כל היהודים הצרפתים, שהם אנשים חמים וטובים, ואני לא יודע למה לא חזרתי משם. הם רואים, אתה יודע שהם רואים אותנו, גם בצרפת, sur le site internet évidemment anatel.plus, vous pouvez nous regarder aussi en direct. Je ne sais plus dans quelle langue je dois traduire maintenant, parce que vous parlez au milieu. Bref, donc en fait c'était pas la première chanson en fait, Ba Min Halev, parce qu'il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Ga'agouim, et puis il y a eu Yam HaRachamim, et puis il y a eu Mirtav Le'achi, et puis il y en a eu enfin plein d'autres. Mais j'ai pas été en France depuis très longtemps. En fait,
C'est dommage d'ailleurs. J'étais à Marseille au moment des Maccabiades. C'était en 1994. À l'époque, au moment des Maccabiades de Marseille, on a été accueillis dans les familles juives et c'est là qu'on a réalisé. C'est des gens extrêmement chaleureux, accueillants, gentils. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je suis pas retournée en France. C'est trop long parce que vraiment, c'est formidable. היא טובה, לא? כן, היא טובה. אני הבנתי כל מילה. Youssef, vous êtes un fan, je crois que vous êtes un fan. Oui, un fan absolu de Kobe parce qu'il a une voix exceptionnelle. Il a une voix qui vraiment qui sort du registre habituel. Mais c'est pas celle de David Daor. Pas du tout comme David Daor. On a reçu David Daor la fois dernière et c'est une autre voix. Voilà, on a une voix vraiment originale dans le sens propre du terme, qui nous apporte une chaleur. Et d'ailleurs, il l'a très bien compris puisque le choix de ses chansons se porte toujours dans des chansons d'amour ou des chansons qui rapprochent et qui réchauffent le cœur. אם כן, הוא פשוט מת עליך, אוהב אותך נורא בגלל הקול המיוחד. זה קול שהוא קצת שונה מדוד דאור, הם אירחו פה את דוד דאור, שיש לו גם קול אדיר, אבל לגמרי שונה, אנחנו פה במנעד אחר לחלוטין, קול עם צבע מאוד מקורי, קול שבאמת ככה מחמם את הלב, ולכן לא במקרה, אתה תמיד בוחר שירים שמדברים על אהבה, שמחממים את הנפש. תודה רבה. כן, האמת היא, גם דוד דאור וגם, יצא לי, הוא חבר מאוד טוב שלי, דוד דאור. הוא חבר מאוד טוב שלי, יצא לי להופיע איתו לא מעט. ואני יודע שהוא מופיע הרבה מאוד בעולם, כאילו, זאת אומרת, יש לו הרבה יותר ותק ממני, אבל הוא סיפר לי לא פעם על הופעות שהיו לו בצרפת, וכמה הקהל הצרפתי מאוד מאוד חם. ואני מקווה שגם אני אצליח להגיע בקרוב. בקרוב, bien sûr. On te souhaite vraiment de venir en France. Je vous remercie infiniment de m'avoir dit ceci. C'est vrai que j'adore David Daor, c'est un très bon ami à moi. On a déjà été sur scène ensemble, évidemment. Il a une carrière qui est bien plus longue que la mienne. Et il m'a souvent raconté d'ailleurs qu'il était en France, qu'il a chanté en France, que le public français est absolument magnifique, chaleureux. J'espère que j'aurai moi aussi l'occasion de rencontrer ce public français. גם מה שמקסים זה ש... עד לפני משהו כמו 6-7 שנים היינו מתכנסים כמה אומנים ביחד ולומדים תורה פעם בשבוע בסטודיו של דוד דאור. בדיוק. היינו יושבים וזה, ובין האומנים האלה היה בחור מאוד מאוד חמוד שהיה חבר מאוד מאוד טוב שלנו, אנחנו עוד בקשר, אבל חבר מאוד מאוד טוב שלנו שכל הזמן חלם לפרוץ וקוראים לו אמיר חדד. חבר שלנו, אמיר חדד. Alors ce qui est formidable c'est dans toute cette histoire, c'est que il y a 6-7 ans, on se rencontrait, on était quelques artistes comme ça, à se retrouver une fois par semaine pour étudier la Torah ensemble, pour étudier ensemble comme ça quelques pages. C'était comme ça, c'était autour de David Daor d'ailleurs que les choses se passaient. Et à l'époque, j'ai connu un très très bon ami, un ami qui a été un ami de longue date et qui avait un rêve. Ce rêve d'ailleurs s'est réalisé. Vous le connaissez tous, c'est Amir Haddad. Miri Messika, ouais, c'est une bonne copine à vous aussi. גם היא חברה טובה, מירי מסיקה, נכון? אנחנו ככה חברים טובים, מירי מסיקה. Absolument, on est tous très copains. היא מדהימה, מירי מסיקה. Elle est renversante, מירי מסיקה. La prochaine fois, vous venez avec elle. אני ראיתי אותך, je vous ai vu, אני ראיתי אותך בהופעה עם מירי מסיקה, מזמן, זה היה משהו מדהים, זה היה פנטסטי, השילוב. Toi qui disais qu'il l'a vu déjà en concert. Voilà. Donc moi aussi, moi aussi j'ai interprété. Et c'était extraordinaire. Alors là, je vais parler en français, je ne sais plus si je dois parler en français. En français. J'ai préparé Youssef, en français. Bon, alors en français, donc le dernier titre qui vient de sortir, c'est vraiment une histoire. Ahava Sheli. Voilà, Ahava Sheli, le titre, le single. Ahava Sheli, c'est quelque chose on sent que ça vient vraiment de l'intérieur. C'est vraiment comment on appelle en hébreu, Sipur Ishi. C'est histoire personnelle qui, après, on sent toute la force à Koach chez la Ahava Shelcha, toute la force qui est à l'intérieur de toi, tu as voulu transmettre, comme on le dit dans la Torah, en fait. Comment omrim baTorah, ma sheyesh bifnim la Isha. Alors on va traduire, on va il l'a fait très bien là. Non, mais il manque quand même. בקיצור, הסינגל האחרון שלך, מרגישים שהוא בא באמת מתוך הלב, שהוא בא, כפי שאומרים בתורה, בא מכל הלב אל הלב של האישה. האמת היא שאני, באופן כללי אני רומנטיקן, אני אוהב לכתוב שירי אהבה, ואחרי שבמשך שנים כתבתי שירי אהבה למישהי שלא הכרתי, עכשיו אני כותב את שירי אהבה לאשתי, ובאמת השיר הזה, האהבה שלי, זה שיר שנכתב עליה, ומספר בעצם על כל המסע שהיה לפניה, מספר לה
על כל המסע שהיה לפניה ועל החיפושים עד שבעצם הגעתי אליה, ואז אני אומר כאילו בפזמון, עד שהגעת אליי לא ידעתי מה זה חי. Ça veut dire, il a dit, c'est juste qu'il n'a pas reconnu, quand il n'avait pas connu sa femme, il ne savait pas ce que c'était vivre. Vivre. Tu vois, je trouve ça va. Gisèle, alors, qu'il vient de dire. En effet, je suis quelqu'un de très romantique. Lui, pas moi. Moi, pas du tout. Effectivement, il aime toujours écrire des chansons d'amour, des chansons qui parlent d'amour. Mais jusqu'à présent, toutes ces chansons étaient des chansons écrites sur l'amour dans l'absolu, pour les inconnus, pour des gens en théorie dans l'amour. Et puis là, cette chanson-là, Ahava Sheli, c'est une histoire que j'ai écrite pour mon épouse. Et là, c'est pour du vrai. Je lui raconte dans cette chanson le long chemin que j'ai fait jusqu'à ce que je la rencontre. Je lui raconte ma recherche. Et effectivement, la phrase clé, c'est que jusqu'à ce que je te connaisse, je ne savais pas ce qu'était la vie. Bravo, voilà, super, bah ça s'applaudit ça. Il a fait le meilleur. Moi, il faut savoir que Kobe... Youssef, je voudrais qu'on lance quand même ce clip. Ah ben le clip, voilà. On peut voir le clip, on irait ta clip. אז תגיד, קליפ. קובי אפללו, הקליפ החדש, אהבה שלי. אישה שלי קורא לך, את הלב שלי שומר לך, כי עד שהגעת אליי, לא ידעתי מה זה חי. אישה שלי קורא לך, וכואב לי כשכואב לך, כי עד שהגעת אליי, לא ידעתי מה זה חי. Superbe. Merci. Il faut quand même préciser que Kobe est encore un jeune marié. אתה נשוי טרי. 3 שנים. 3.5 שנים. עדיין. ויש לי ילדה בת 2.5. Et il a une petite fille de 2 ans et demi. Et surtout, il va faire une tournée en juin qui va faire tout l'été. Alors, on voudrait savoir. ויש לך באמת סיבוב הופעות מיוני וכל הקיץ? לכל הקיץ, כן. היום אנחנו מסיימים הופעה אחרונה של החורף בירושלים. Aujourd'hui, nous terminons la tournée d'hiver à Jérusalem, aujourd'hui même. ואז יש לנו עכשיו, והחודש הבא זה חודש שאנחנו עובדים קשה, כי יש גם את יום העצמאות, אז אנחנו מסתובבים בכל הארץ, ואז מיוני, מה-27 ליוני, באמפי שוני בבנימינה, אנחנו פותחים את הקיץ, בהופעה מאוד מאוד מיוחדת, שבה אני מארח את מוזיקאי מאוד מאוד מוכשר, שכותב הרבה שירים יפהפיים, קוראים לו אילי בוטנר, הוא כתב את השיר, מי שמכיר, מכתב לאחי. מכתב, וזה הרגע הנה בשער. Je sais pas, j'ai plus les paroles, c'est super bien. Bravo, j'adore. Donc, tournée Natania aussi. Nous préparons actuellement la tournée pour cet été, enfin si tu veux bien. Oui, je veux bien. Donc voilà, donc on termine la tournée d'hiver maintenant, on prépare la tournée pour le mois de juin. Pendant ce temps-là, on va pas avoir le temps beaucoup de se reposer parce qu'il y a quand même Yom Ha'atzmaut, les fêtes de l'indépendance d'Israël, donc on va passer notre temps sur les scènes. Et le 27 juin, dans l'amphi Shuni à Binyamina, nous allons reprendre donc cette tournée d'été avec un musicien absolument formidable, Eli Botner, qui a écrit cette chanson que vous venez de fredonner avec tant de talent, Lettre à mon frère. Vous pouvez essayer de la fredonner. Voilà, vous la connaissez aussi. Et alors Et alors, voilà, et je voudrais quand même demander, Youssef, évidemment, on s'est parlé un peu avant, si vous pouvez nous faire le plaisir de chanter un live ici pour Bienvenue chez vous pour nos téléspectateurs. יש הגיטריסט, מוזיקאי מאוד מוכשר, קוראים לו טל שנהב. טל שנהב. Alors je suis prêt à chanter en effet en direct. J'ai amené un guitariste extrêmement doué et qui était là avec moi pour m'accompagner, Tal Shenhav. Donc on va l'écouter maintenant. Vous voulez y aller? Natril? On y va? Yalla. Allez, super, merci beaucoup. חייתי בסרטים שחור לבן בלב שבור ללב מוגן ואת האהבה שלי חיפשתי ברחובות קטנים בעולמי פתאום עלתה זריחה שכאבה בלא שום כלי לאהבה גם האורות הכי טובים מסנברים את המבטים שבתוכי והנה
והנה בת כמעט רק במבט נתת בי אור ודרך, כן בת כמעט רק במבט כל הבדידות נופלת. אישה שלי קורא לך את הלב שלי, שומר לך כי עד שהגעת אליי לא ידעתי מה זה חי. אישה שלי קורא לך וכואב לי כשכואב לך, כי עד שהגעת אליי לא ידעתי מה זה חי. והחיים עברו במשאלות בין הימים והלילות, בין הפרדות והשריטות גלגלנו צחוק ואשליות כדי להיות. בכל האיסורים כותבים תפילות, אספור שירים על אהבות, וביניהם עוד איש פשוט כמוני מנסה לשוב למשמעות. והנה בת כמעט רק במבט נתת בי אור ודרך, כן בת כמעט רק במבט כל הבדידות נופלת. אישה שלי קורא לך את הלב שלי, שומר לך כי עד שהגעת אליי לא ידעתי מה זה חי. אישה שלי קורא לך וכואב לי כשכואב לך, כי עד שהגעת אליי לא ידעתי מה זה חי. לא ידעתי מה זה חי. תודה רבה. וזה בשבילך. כי את מה שהלב שלי בחר, אחרי כל מה שהוא עבר. את לי החסד ואת לי בית, ואת שוכנת בליבי. את לי השקט, איתך זה שניים, כן את יושבת בקרבי. מכל הלב את וכל השינויים אני נשאר איתך. בכל הניגונים, בכל הכיוונים אני נשאר שלך. כי את מה שהלב שלי בחר, אחרי כל מה שהוא עבר. כן מה שהלב שלי בחר, ואל חיקך תמיד חזר. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un plaisir de vous avoir. Nicolas Lève. Toda Rabba. Merci. Voilà, je voulais remercier évidemment toute l'équipe, les chroniqueurs, les invités, Youssef Marek, Gisèle Abazon et tout le monde évidemment. Notre équipe technique avec Jo Lévy, la réalisation, notre maquilleuse Charlotte Chekroun qui fête son anniversaire aujourd'hui. Évidemment, mon partenaire David Sidbon à direction artistique, Liron Chemouni d'Anatel et vous, fidèles téléspectateurs de Bienvenue chez vous, de A+. Merci encore. Vraiment, on vous retrouve très très vite pour un nouveau Bienvenue chez vous. Merci, on était heureux de vous avoir et heureux de les avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je vais la chanter a cappella, comme on dit. Vas-y. לא, תעשה למינור. אני רוצה גם לשיר. וזה הרגע הנה בא שם, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה והסיבות לכל דבר. יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך את תהיה מאושר.
בסוף הדרך את תהיה מאושר. תודה. À plus, à plus, à plus, à plus.